Ok, bah, je te laisse avancer alors sur ta présentation, alors Thierry. Alors, pardon. Rapidement, donc GeoCappa, c'est une structure que moi j'ai créée il y a quelques années. Je suis dans la profession moi depuis 96, je fais partie des plus anciens. Et je me suis orienté moi très rapidement. J'ai eu cette opportunité-là d'un point de vue professionnel sur tout ce qui est repérage avant travaux, démolition, les audits de déchets justement avant la version PEMD que Laurent a parfaitement décrite et présentée aujourd'hui. Et moi, je me suis focalisé avec le temps sur ce qu'on appelle aujourd'hui les marchés de niche, qui correspondent justement aux normes qui découlent du décret de 2017, donc qu'on va évoquer pendant après. Au travers de ça, donc j'ai conçu mes propres solutions techniques en fait, parce que notamment sur le domaine des diagnostics sur enrobé, on a besoin de matériel et de méthodologie, de cartographie qui n'existent pas en fait au niveau des logiciels métiers communs, je dirais, accessibles aux diagnostiqueurs immobiliers qui ne font principalement que des diags sur les immeubles bâtis. Et donc j'ai conçu, par exemple, ma remorque, j'ai conçu avec le recours de la société Arobis Sogexpert, mon logiciel de cartographie. Et aujourd'hui, j'essaye de continuer à proposer à tous les donneurs d'ordre qui travaillent avec nous, en fait, d'avoir la meilleure exploitation possible des résultats et des données qu'on relève sur le terrain. Donc rapidement, voilà mes expériences, moi, donc spécifiquement, comme je l'ai indiqué, sur l'avant-travaux, démolition. Aujourd'hui, les activités GeoCappa principalement, donc ce sont ces diagnostics avant-après travaux, l'accompagnement, mais encore une fois, spécifiquement sur des métiers qui vont au-delà des seuls immeubles bâtis. Moi, je suis également coordonnateur espèces de niveau 1 depuis plusieurs années, donc à ce titre-là, ça me permet de proposer des missions complémentaires d'AMO ou de conseil. Je fais aussi de la formation sous section 4 et du tutorat, mais encore une fois, plus lié au domaine hors immeuble bâti. Et j'ai eu le plaisir de collaborer à la rédaction notamment des dernières normes. Patrick Monton en a parlé tout à l'heure, la 94001 pour tout ce qui est sol en place et la 4602 pour tout ce qui est des enrobés, des infrastructures de transport donc au sens large, des ouvrages de génie civil et des réseaux enterrés. Notre secteur d'intervention, c'est la France entière et on a voilà, comme valeur le professionnalisme, encore une fois, la profession des diagnostiqueurs immobiliers en a vraiment besoin. Laurent en a suffisamment parlé au niveau des compétences et des qualités attendues. Encore une fois, ce qui caractérise GeoCappa, c'est aussi la volonté de développer et de mettre au point des outils au travers de missions R&D en interne, en fait, qui permet de faciliter la vie et de proposer une solution qualitative. Et au travers de ça, donc, mon cheval de bataille, au bout de 25 années d'expérience, c'est de promouvoir effectivement la qualité de notre profession et de faire en sorte qu'on puisse rendre accessible au plus grand nombre des diagnostiqueurs immobiliers qui existent. On est plus de 10 500, il me semble, aujourd'hui, le maximum d'informations et de ressources pour leur permettre de monter en compétences et de se diversifier, comme Laurent l'a évoqué aussi. Donc là, on arrive aux premières questions. Donc, si jamais tu veux Voilà, les lancer. je suis à côté de toi, donc on va lancer les quiz. Donc première question. Donc, Voilà, question je vais faire la lecture. Donc, je suis donneur d'ordre parce que je pense qu'il y en a pas mal aujourd'hui dans le public. Et j'ai besoin de faire réaliser des missions avant travaux au sens du décret 2017-899, donc qui a formalisé tout ça. Est-ce que j'ai la possibilité d'exiger que mon opérateur de repérage soit certifié avec mention pour réaliser ces missions, typiquement sur la norme 4602? Allez, on vous laisse 5 secondes là, parce qu'il y a deux réponses possibles. 4, 3, vous êtes nombreux à voter. 2, 1, 0, c'est oui ou non. Allez, il y en a quelques-uns encore qui votent. Voilà, allez, je mets fin au vote et je partage les résultats pour toi. Alors Thierry, qu'est-ce qu'il en est comme... tu as une diapo alors avec la Alors, réponse, hein. malheureusement, tous ceux qui ont répondu 78% oui, ils sont dans l'erreur. Et justement, c'est pour ça que je voulais commencer par cette problématique qui aujourd'hui est quelque chose d'assez sérieux dans notre profession. Les seules certifications avec mention, et Laurent l'a très très bien rappelé et détaillé tout à l'heure, qui sont exigibles ne correspondent qu'au domaine 1, les immeubles bâtis en fait. Les autres domaines, donc les immeubles non bâtis, on va dire, matériel roulant ferroviaire, navires, aéronefs et installations liées à une activité en fait type industrie, aujourd'hui exigent dans les compétences en fait
des certifications pour pouvoir les mettre en œuvre, d'avoir la certification avec mention, mais ces certifications-là ne sont pas reconnues par le système législatif. Je m'explique, donc c'est ce que j'ai expliqué dans la partie du bas. Seule la DHUP aujourd'hui en fait a communiqué aux organismes certificateurs que soient pris en compte les repérages avant travaux pour le maintien des certifications en fait pour les opérateurs de repérage. Dans les autres domaines, un opérateur de repérage qui ne fait que des missions hors immeuble bâti ne peut pas maintenir en place sa certification. Donc à ce titre-là, en fait, il est recommandé aux donneurs d'ordre de plus se baser sur les compétences et l'expérience en fait des opérateurs de repérage, mais ils ne peuvent pas imposer d'un point de vue législatif, c'est une erreur, le recours à la mention en fait pour sélectionner des candidats. Donc on peut passer à la question suivante. Donc ça, Voilà, c'est la un point qu'on question 2. abordera voilà, plus en détail après et je répondrai aux questions si nécessaire. Donc on en a parlé tout à l'heure avec Patrick Bontemps sur la partie analytique en fait, donc qui découle de l'arrêté d'octobre 2019. Est-ce qu'on peut considérer que la méthode d'analyse des matériaux de type enrobé est identique à celle que l'on va utiliser pour faire des analyses sur les matériaux issus des immeubles bâtis? Donc Patrick Bontemps en a parlé tout à l'heure. Alors pour ceux qui étaient déjà là, la réponse est évidente. Ça va être plus simple. Allez, donc on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote et je te partage, Thierry, les résultats. Alors, qu'en est-il? Alors, qu'en est-il? Hop, j'affiche, pardon. Donc, en fonction de ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'arrêté de 2019 a créé 3 nouvelles portées d'accréditation. Donc, je vais rapidement en reparler, mais Patrick en avait parlé en détail tout à l'heure. La portée d'accréditation 1, qui était celle qui existait déjà, donc qui correspondait aux immeubles, aux matériaux issus traditionnellement des immeubles bâtis. La portée d'accréditation 2, donc qui correspond aujourd'hui à tout ce qui est environnemental. Et la portée d'accréditation 3, qui concerne la recherche d'amiante naturel dans les matériaux manufacturés, donc typiquement les enrobés. Donc pour cette question, la réponse, c'est la dernière en fait. Oui, c'est la réponse non et l'accréditation de être de type 3. 3 exclusivement, oui, on ne peut pas du tout, pour être conforme à la réglementation, utiliser les autres portées d'accréditation. Allez, on passe à la question Question suivante. Ça va intéresser aussi des donneurs d'ordre qui sont peut-être dans la salle. Je suis responsable du coût de l'activité. Je dois, par exemple, mettre en place des potelets sur ma voirie ou du mobilier urbain. Est-ce que je peux laisser mes salariés réaliser des travaux en régie sans avoir recours à un repérage amiante préalable sur les enrobés? Alors, il y a oui sans réserve, oui en application sur les mesures d'intervention sous section 4, non, un repérage amiante en travaux est obligatoire. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Donc, c'est la dernière, en fait, effectivement. Oui. Donc, ceux qui ont répondu oui en appliquant les mesures de section 4, mais malheureusement non, parce que en fait, pour ça, il faudrait qu'il y ait un arrêté ou une liste de mesures qui exclut en fait ou qui précise en fait les cas pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir recours au repérage avant travaux. Donc, ce qui est le cas pour les immeubles bâtis. Laurent pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Il y a un texte en fait qui est sorti et qui a précisé tout ça. Mais par contre, pour tous les autres domaines, et en particulier celui qui concerne les repérages avant travaux sur les enrobés, aujourd'hui, on n'a pas de cas d'exclusion en fait qui ne permettent pas de réaliser un repérage obligatoire. Et donc ça, c'est bien rappelé dans le décret 2017-899. Donc je ne vais pas faire la lecture. Comme pour Laurent, en fait, vous aurez accès au contenu de ma présentation, mais donc la recherche d'amiante est préalablement à toute opération est obligatoire. La seule chose à laquelle on peut recourir, c'est effectivement le dossier de traçabilité, comme Laurent l'a évoqué, qui existe en fait aussi pour toutes les autres normes hors immeuble bâti, que le gestionnaire ou le responsable de la voirie, en l'occurrence, doit tenir à jour et doit mettre à disposition de toutes les entreprises qui sont en mesure d'intervenir sur ce patrimoine, donc y compris en interne. Alors, donc la question maintenant 3, on y arrive. Donc là, ça concerne en fait la gestion des déchets. J'ai fait réaliser un repérage avant travaux sur mes enrobés et les résultats d'analyse montrent qu'il y a présence d'amiante, mais j'ai également fait aussi rechercher les HAP et j'ai un taux de HAP qui n'est pas supérieur à 50 mg, qui est le seuil réglementé en fait.
Donc, est-ce que je dois évacuer mes déchets en installation déchets dangereux, en déchets inertes ou en déchets non dangereux? C'est une Voilà, question alors qui est régulièrement posée en fait par les donneurs d'ordre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, on vous laisse voter. Allez, vous êtes tous en train de cliquer au dernier moment. Bon, c'est pas bien grave. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. C'est plus voilà, pour la culture. La seule réponse, c'est la C en fait. Il y a une note, en fait, une publication qui a été rappelée sur le site de l'INRS qui rappelle que les déchets de matériaux de construction qui contiennent de l'amiante, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux, peuvent être stockés en ISDND. Donc, peuvent être. Ça veut dire qu'on peut surseoir en fait au seuil minimum, mais le seuil minimum, en fait, c'est installation de déchets non dangereux. On peut bien sûr les évacuer en installation de déchets dangereux, pas en déchets inertes, mais voilà, la bonne réponse, en fait, c'est DND, installation de stockage de déchets non dangereux. Et vous avez en pied donc de cette vue le lien sur le site de l'INRS qui détaille Oui, donc toute cette tout le monde. partie-là. Là, il n'y en a que 16% qui ont répondu juste. Hein. Tous les autres Ouais. se sont plantés. Hein. Mais il y a des lieux Euh, communs, en fait, voilà, quelquefois, au niveau des enrobés, qu'il est bon de remettre à plat. ouais. La question 4, alors. Toujours sur la partie obligation réglementaire, en fait, pour l'obligation de réaliser des repérages avant travaux, il existe en fait une cartographie qui a été établie par le BRGM sur le site Infoterre. Et est-ce que pour spécifiquement les repérages avant travaux sur enrobé, je peux me passer de faire ces repérages si je ne fais que consulter en fait cette cartographie? Alors, il y a deux réponses possibles. Oui, sans Oui. réserve ou non. Un repérage amiante avant travaux est obligatoire. Allez, on vous laisse 5 secondes. 4, je crois que tout le monde vote la même chose. 2, 3, 2, 1, Ça tourne toujours un 0. petit peu autour du même sujet, mais voilà, je pense Je, qu'il est je, important je, aujourd'hui par rapport à toutes ces subtilités d'apporter une réponse. je, Donc la réponse, c'est on a l'obligation de faire réaliser un repérage avant travaux. Le texte, donc le décret, précise qu'on ne peut s'affranchir de tout nouveau repérage, encore une fois, que si dans le dossier de traçabilité, on a déjà des rapports de repérage précédents ou des rapports d'analyse en fait qui indiquent que sur le périmètre des travaux, en fait, on n'est pas concerné par la présence d'amiante. Donc, c'était bien la réponse non. Hein. Oui, tout à fait, complètement. C'était ça. Et là, donc, Donc, j'ai affiché typiquement une vue de ce qu'on peut trouver sur le site Infoterre, qui ne donne que la présence des sols en place, en fait, enfin une cartographie sur la présence d'amiante dans les sols en place, en fait, et pas du tout sur des matériaux qui ont été rajoutés de façon anthropique, comme les enrobés. cher public, 100% avait raison. Bravo à vous. Question On y 5, on va arrive. voir si vous êtes aussi talentueux, toutes et tous. Je Alors là, vous ça lance. concerne à Ouais. nouveau l'arrêté d'octobre 2019 sur le choix des méthodologies d'analyse, en fait. Donc, Patrick Montan en a parlé en fait aussi un peu tout à l'heure. Je suis gestionnaire d'un marché qui a été conclu avant l'application de l'arrêté du 1er octobre, c'est-à-dire qui a, par exemple, été traité jusqu'en 2020. La recherche d'amiante dans les enrobés peut être traitée par un laboratoire accrédité selon l'ancien arrêté de mars 2003. B doit être traité en respect des dispositions applicables depuis le mois d'avril 2021. C peut être traité indifféremment selon les deux arrêtés. Voilà, allez, on vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et 0. Je mets fin au vote et je partage les résultats. C'était quoi la bonne réponse alors Donc là, les bonnes réponses, en fait, il y en avait deux, c'est la A et la C, la première et la troisième. En ouais. fait, en fonction de la période à laquelle le marché a été conclu, on peut continuer effectivement de traiter les analyses en fonction de l'ancien arrêté, mais la DGT l'a bien précisé dans le question-réponse qu'elle a publié au mois de juin. Les rapports d'analyse, même s'ils prouvent qu'il y a présence ou pas d'amiante dans le matériau, ne vont pas être exhaustifs et peuvent se voir en fait entre guillemets rejetées parce qu'elles n'auront pas été complétées en fonction des obligations en vigueur après le mois d'avril. Donc en gros, en clair, tous les résultats qui ont été traités avant l'obligation du mois d'avril introduite par l'arrêté de 2019 peuvent être prises en compte, mais au risque de ne pas être complètes et de se voir rejetées par la CARSAT ou par les DRETS en fait, et demander à des analyses complémentaires en fait. Et donc, par contre, par opposition, tous les marchés qui ont été notifiés, attribués
depuis la mise en application de cet arrêté, doivent absolument être traités selon l'accréditation de type 3. Très bien. Bah, écoute, on continue la présentation. Alors, merci à toi pour ce quiz. Je suis à côté de toi, hein. Pas de souci. Je- Donc voilà, le but, c'était d'introduire un petit peu donc, tous les thèmes qu'on va aborder maintenant, de façon à ce que ça soit un petit peu plus simple au niveau de la compréhension, parce que aujourd'hui, la problématique typiquement des interventions, des repérages sur le domaine des enrobés est aussi bien complexe côté donneur d'ordre que côté opérateur de repérage, comme on va le voir en fait. Et le but, c'est Attention de juste dresser sur un le, état. attention juste sur le temps, hein, parce que Oui, je vois pas de qu'il y a souci. beaucoup de diapos. Merci Thierry. Mais encore une fois, voilà, le but des questions-réponses, c'était d'aborder les thèmes et puis après, je répondrai plus précisément à tout ça dans la salle privée si besoin pour des questions plus précises. Donc, les thèmes principaux qu'on va aborder, sans rentrer dans le détail, c'est le rappel du contexte réglementaire à la fin de cette année, parce qu'elle est bientôt terminée. Les problématiques liées à toute cette réglementation un peu complexe au niveau des exigences pour les opérateurs de repérage. Un volet en fait aussi rapide sur les exigences liées aux analyses sur enrobé, donc on vient de survoler un petit peu avec les questions-réponses, et puis quelques échanges et retours d'expérience sur des problématiques qui sont encore en suspens aujourd'hui. Donc rapidement, cette frise, en fait, pour rappeler la complexité, comme Laurent en a parlé déjà depuis tout à l'heure, de l'évolution réglementaire. Donc pour rappeler que l'obligation de repérage avant travaux, en fait, elle a commencé à être introduite en 2012 par le décret 2012-639 et qu'on arrive à fin 2021 avec toute une succession en fait, de réglementations qui se sont superposées, qui ont été un petit peu remises en question pour certaines, notamment les principales, donc si on reste sur le thème des enrobés. Depuis le mois d'octobre, enfin novembre, parce qu'elle a été publiée fin octobre, début novembre, donc de l'année dernière, la norme 4602 qui encadre les obligations de repérage avant travaux sur les enrobés principalement a rendu caduque en fait la circulaire et le guide de caractérisation qui avait été pondu en 2013. Donc on voit encore aujourd'hui beaucoup dans les consultations des références à ces deux documents-là qui aujourd'hui ne sont plus à prendre en compte parce que la norme ayant été publiée, elle fait partie, comme le dit la DGT, en fait, du paysage réglementaire. Et donc, même si elle n'est pas d'application obligatoire, elle donne aujourd'hui le cadre réglementaire en fait et des attendus des missions de repérage avant travaux, notamment sur les enrobés. Le souci qu'on a, en fait, qu'on va pouvoir détailler un petit peu plus après, c'est au niveau des compétences des opérateurs de repérage. Donc, pour mémoire, les premiers textes sont sortis en 2016. Il y a eu des évolutions, et encore une fois, je ne parle pas du tout de tout ce qui traite des immeubles bâtis, parce qu'il y a d'autres textes encore qui viennent se superposer. Il y a eu une évolution en 2018 qui a été remise en question, comme on le verra tout à l'heure, par des rendus en Conseil d'État qui ont annulé la certification avec mention. Et qui ont rendu probatoire en fait, mais Laurent pourra en parler aussi plus en détail aussi tout à l'heure, qui ont rendu probatoire en fait le maintien de cette certification avec mention jusqu'à la fin de cette année. Cette certification avec mention est en sursis, elle doit être remise en place et réintroduite par un arrêté qui est actuellement en phase de consultation auprès de plusieurs instances et de plusieurs fédérations et qui devrait dans l'absolu être publié avant au plus tard le 31 décembre 2021 pour que le rendu du Conseil d'État qui l'a annulé cet été, en fait, puisse remettre tout à plat et permettre à notre profession de pouvoir continuer à intervenir. Et sur la frise, en fait, l'autre élément qui est essentiel, c'est qu'on attend en fait aussi la publication de l'arrêté compétence typiquement lié à la norme 4602, qui, aux dernières nouvelles, devrait être publié au premier trimestre 2022, sous toute réserve, et qui rendra d'application formelle, en fait, à fin 2023, début 2024, l'application obligatoire de la norme, en fait, comme ça l'a été pour celle sur les immeubles bâtis, la 46020. Donc là, rapidement, c'est juste pour illustrer en fait le fait qu'aujourd'hui, la partie réglementaire, elle est très très complexe en fait et qu'elle nécessite d'avoir des compétences et des connaissances assez diverses et variées pour pouvoir, je dirais, détricoter tout ça. Encore une fois, là, c'est juste une vue pour survoler, donc on ne va pas rester nécessairement sur cet aspect-là. Un petit rappel, mais sans que ça soit l'objet non plus de la présentation, de toutes les normes qui aujourd'hui ont été publiées. Donc, pour mémoire, le décret de 2017 a créé 6 domaines et j'ai rajouté plus un parce qu'en fait, le domaine 2 a été fractionné en deux normes. Donc, les normes, en fait, sont toutes publiées aujourd'hui. Les arrêtés compétences sont tous publiés, sauf pour le domaine 2.
Donc, il reste sur les 2 arrêtés compétences à publier, un qui concerne la 4602, donc qui traite des ouvrages de génie civil et infrastructures de transport, et la 9401, qui traite en fait des terrains et sols en place. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un souci en fait pour les donneurs d'ordre et pour les opérateurs de repérage parce que la norme existe, mais les arrêtés compétences et les modalités de mise en œuvre de cette norme ne sont pas fixées et laissent un petit peu un flou artistique pour savoir sur quel pied danser. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le souci que l'on a aujourd'hui au niveau de la certification amiante avec mention qui est évoquée dans toutes les normes, c'est que elle est basée historiquement sur des compétences liées aux immeubles bâtis. Cet aspect-là n'a pas été remis du tout en question depuis que l'obligation de certification amiante avec mention a été proposée. Et donc aujourd'hui, le problème qu'ont les opérateurs de repérage et en conséquence les donneurs d'ordre, c'est que si on ne réalise que des missions hors immeuble bâti, on ne peut pas avoir le maintien de sa certification amiante avec mention parce que les organismes de certification n'ont pas de référentiel réglementaire pour pouvoir auditer et reconnaître en fait les compétences des opérateurs de repérage. Donc aujourd'hui, encore une fois, ce que je recommande aux donneurs d'ordre, bien que ça ne soit pas le cas dans la réalité, c'est de se baser plus sur les compétences et l'expérience en fait au niveau des références des opérateurs de repérage qu'ils vont solliciter sur les domaines hors immeuble bâti, parce que la certification avec mention, entre guillemets, ne veut rien dire. Elle ne valide qu'un socle de compétences, mais typiquement, encore une fois, réglementairement basé sur tout ce qui est réglementation immeuble bâti, mais pas surtout sur les autres domaines. Donc, en gros, on peut très bien être très compétent sur le domaine ferroviaire, l'aéronautique, le naval, etc., sans avoir de compétences extrêmes sur les immeubles bâtis. Et pour autant, on va devoir continuer à maintenir en l'état aujourd'hui notre certification en étant codité sur des diagnostics qu'on aura réalisés sur les immeubles bâtis. Donc, il y a un petit peu un flou juridique à ce niveau-là et ça ne permet pas aux donneurs d'ordre en fait, de pouvoir faire le tri en toute transparence entre les opérateurs de repérage qui sont compétents sur un des domaines autres que les immeubles bâtis. Donc voilà, entre le 2 en fait, et le dernier, 2, 3, 4, 5, 6 en fait, plus le terrain qui est, on va dire, le 2 bis. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un gros souci encore réglementaire et législatif à ce niveau-là. Donc il faut être prudent sur le choix des opérateurs de repérage. Sur ce point-là, en fait, parce qu'on ne va pas s'étendre sur la question, je mets en lien 2 articles qui ont été publiés dernièrement sur le site Infodiag et sur le site Réseau A+, avec des réflexions qui se posent, alors en opposition bien sûr de ce que la DGT en fait a défini comme étant un socle de base sur les compétences à avoir, mais aujourd'hui, une question qui peuvent être posées et un des sujets qui pourraient être abordés, c'est est-ce que la certification de personnes telle qu'elle a été prévue pour les immeubles bâtis, donc historiquement il y a quelques années, est encore adaptée avec tous les domaines autres qu'il existe. Et Luc Baillet donc, propose éventuellement une réflexion sur est-ce qu'il ne serait pas judicieux de reconnaître les compétences spécifiques des opérateurs de repérage qui ont voulu se spécialiser et qui n'ont plus à avoir nécessairement de compétences en immeuble bâti pour avoir le maintien de leur accréditation. Rapidement, donc pour arriver maintenant sur la problématique liée aux analyses et aux arrêtés, donc comme ça a déjà été traité par Patrick Bontemps tout à l'heure, et dans les questions que je vous ai proposées, jusqu'au mois d'avril 2021, il y a un arrêté qui datait de 2003 qui avait défini les modalités d'accréditation des laboratoires pour tout ce qui est analyse sur les matériaux historiquement issus des immeubles bâtis. Avec l'apparition de toutes les autres normes, comme l'a évoqué Patrick, il y a d'autres familles de matériaux qui ont dû être pris en compte et qui ont imposé la création d'autres niveaux portés d'accréditation. C'est ce qui a été fait au travers de l'arrêté d'octobre 2019, qui lui est en vigueur, applicable depuis le mois d'avril. C'est ce qui a rendu caduc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans les questions, le choix des portées d'accréditation et surtout pour les enrobés, en fait. Donc, ces 3 nouvelles portées d'accréditation ont également été associées, ça a été abordé aussi, avec une mission qui a été attribuée à l'opérateur de repérage, qui est inscrit dans le Code du travail. Donc, ça faisait partie d'une des questions qui a été abordée tout à l'heure. C'est l'opérateur de repérage qui doit, sans ambiguïté, choisir le bon ou les bons
laboratoire auquel il doit adresser les analyses des échantillons qu'il a prélevés en fonction des missions qui lui sont confiées. Pour mémoire, en fait, et ça, c'est des chiffres que j'ai repris en fait dans une présentation de Patrick Montan, donc il me corrigera ou il me pardonnera si jamais ce n'est pas à l'unité près. Il y a aujourd'hui 67 laboratoires qui sont accrédités sur la nouvelle réglementation. 67 ont l'accréditation sur la portée numéro 1. Sur ces 67, seulement 9 ont l'accréditation sur la portée numéro 2, c'est-à-dire pour les analyses de sol en place. Et 25 laboratoires ont l'accréditation sur la portée numéro 3. Ces portées d'accréditation, pour mémoire, vous pouvez les retrouver en fait en interrogeant le site du COFRAC. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait transparent et qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas du tout des informations qui sont obscures et qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Un petit point sur, mais Patrick pourra en parler un petit peu plus en fait aussi dans sa salle. On peut trouver au niveau des marchés qui sont lancés sur les repérages avant travaux, typiquement sur les enrobés, encore des demandes de certains donneurs d'ordre sur les fragments de clivage. Il appartient là aussi à l'opérateur de repérage, même si il a choisi un laboratoire en fait qui a une portée d'accréditation de type 3, de s'assurer en fait dans l'annexe en fait qui correspond à l'accréditation que le laboratoire est bien compétent pour traiter ces fragments de clivage, parce que même si un laboratoire a une accréditation de type 3, il peut ne pas avoir sollicité l'accréditation sur typiquement les fibres issues de fragments de clivage. Donc, encore une fois, ça peut être aussi un problème si jamais on confie un laboratoire. Si le laboratoire est sérieux, il doit refuser dans l'absolu, si on lui demande de rechercher les fragments de clivage, il doit refuser de faire l'analyse. Mais bon, encore une fois, aujourd'hui, ça donne lieu à quelques errements, on va dire, qui peuvent, quand on est béotien et qu'on ne porte pas suffisamment attention à la lecture des rapports, peuvent poser problème après en phase d'exploitation du contenu de ces rapports. Un point en fait aussi sur des questions-réponses qui ont été abordées par la DGT. Donc là, je les ai relistées, mais le but, c'est pas du tout de les redévelopper. Elles sont suffisamment bien illustrées et étayées en fait dans le document. Pour mémoire, donc dans ces questions, il y a une aide au choix du laboratoire. Donc encore une fois, sur qui repose le choix du laboratoire. Donc c'est un des points qu'on a évoqués. Quel est le choix effectivement qui doit être porté? Patrick l'a évoqué en fait aussi tout à l'heure sur des missions qui portent sur des immeubles bâtis, mais pour lesquels on a des voiries qui sont associées. Est-ce qu'on confie tout en fait au laboratoire portée accréditation 1 ou est-ce qu'on doit faire portée accréditation 1 et 3? Il y a encore malheureusement aujourd'hui beaucoup de diagnostiqueurs immobiliers qui se contentent de tout envoyer au même laboratoire. Et l'incidence, c'est un des points qu'on a évoqué tout à l'heure. On peut très bien avoir des résultats d'analyse qui ne sont pas suffisamment complets et qui vont devoir nécessiter de refaire des prélèvements et de nouvelles analyses, en fait, donc de payer 2 fois le travail pour les donneurs d'ordre. Question 3, elle aborde la gestion des matériaux multicouches. Donc, c'est valable aussi bien pour les immeubles bâtis que pour les enrobés, où on a l'obligation, quand on fait un carottage sur une chaussée, sur une voirie, de séparer en fait chacune des couches et de les envoyer chacune indépendamment les unes des autres à l'analyse. En fait, le recours à la mixité de toutes les couches d'une même carotte en fait est interdit maintenant au travers de l'arrêté et de la norme en fait. La question 4 traite du cadre juridique, justement, de ce qu'on a évoqué, des marchés conclus avant-après la période charnière d'avril 2021, introduite par l'arrêté de 2019. Et la question 5, elle traite spécifiquement du code des enrobés et l'impact sur l'accréditation type 1 et 3, et ça rejoint un petit peu la question 2. Donc voilà, tous ces points-là, encore une fois, je ne les aborde pas directement parce que le QR de la DGT les traite très précisément. Pour conclure, comme l'a fait tout à l'heure Laurent, en fait, pour qu'un rapport de repérage avant travaux soit réussi, entre guillemets, et complète vraiment l'objectif de la mission, côté donneur d'ordre, en fait, la norme rappelle que ça ne peut être réalisé que si le donneur d'ordre a communiqué un programme de travaux exhaustif à l'opérateur de repérage. Donc aujourd'hui, autant dans les immeubles bâtis, cette notion de programme de travaux elle a été clairement intégrée par les donneurs d'ordre, autant pour la partie enrobée, réseau enterré, etc. On est dans le milieu du TP, donc les méthodes de communication et de définition des programmes de travaux ne sont pas les mêmes. Et on a du mal, encore une fois, à avoir quelque chose d'exhaustif. Pour mémoire, le donneur d'ordre ne doit pas imposer ni la méthode de repérage, ni le nombre de prélèvements. C'est-à-dire que sur un tronçon linéaire de voirie,
Le donneur d'ordre ne peut pas se contenter de dire je veux 3 carottages et ça va me suffire. Non, en fait, la norme, dans son annexe A, pour la partie enrobée et B et C pour les réseaux et les ouvrages de génie civil et d'art, a défini, comme pour les immeubles bâtis, un nombre de prélèvements minimum à réaliser par zone homogène, en fait. Et pour compléter tout ça, en fait, au travers de cette obligation, le donneur d'ordre ne peut pas forfaitiser, en fait, la prestation en réduisant le nombre de sondages, de prélèvements et d'analyses, sachant pour mémoire, en fait, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué et pour ceux qui n'ont pas encore l'information, qu'une analyse euh, accréditée selon le type 3 par rapport à une analyse accréditée selon le type 1, on a pratiquement un facteur 3-4 minimum au niveau du surcoût légitime parce que le laboratoire doit passer beaucoup plus de temps à analyser les matériaux et que pour les enrober, il analyse d'un côté le mastic, le liant en fait, et de l'autre côté les granulats. Donc voilà, on a un surcoût légitime par rapport à tout ça. Et comme ça a été précisé par Laurent, en fait aussi, il ne faut pas oublier que pour les interventions sur les voiries ou sur les ouvrages d'art ou de génie civil, et encore plus dans les réseaux enterrés, le donneur d'ordre doit permettre à l'opérateur de repérage d'intervenir en sécurité et en respect des obligations réglementaires. Donc, par exemple, là, je rappelle pour mémoire que pour faire un repérage sur enrobé ou sur les réseaux enterrés, l'opérateur de repérage doit détenir l'habilitation AIPR et être formé en fait aussi au risque CATEC. Il n'y a rien de plus dangereux que de se croire en sécurité quand on descend au fond d'un conduit et en étant uniquement équipé avec un masque conforme aux obligations réglementaires sur l'amiante, mais pour lesquels on n'est pas du tout protégé vis-à-vis des gaz ou des agents chimiques en fait ou bactériologiques qu'on peut croiser. Donc voilà, c'est pour ça que je rappelle que l'opérateur de repérage doit rester humble vis-à-vis des compétences attendues, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une prestation sur des ouvrages d'art, des ouvrages de génie civil, dans des réseaux enterrés ou sur de l'enrobé, comme on fait un diagnostic sur les immeubles bâtis. Chacun des domaines a ses spécificités, ses caractéristiques en fait au niveau intervention en sécurité. L'opérateur de repérage, en complément de ce qui a été imposé pour le donneur d'ordre, doit vérifier la complétude et analyser les documents qui lui sont transmis pour savoir si ça lui suffit, effectivement, ou reboucler dans un échange avant l'intervention de la mission avec le donneur d'ordre sur des compléments à apporter. Doit déterminer le périmètre, le programme de repérage en fonction du programme des travaux, pour autant qu'il ait pu l'avoir. Donc ça, c'est essentiel, encore une fois, de reboucler et d'échanger à ce niveau-là. Et au niveau des résultats d'analyse, comme on l'a évoqué sur les portées d'accréditation, veiller à la cohérence des résultats, de façon à ce que ce soit les bonnes portées d'accréditation qui aient été retenues en fonction des matériaux sur lesquels on a eu à intervenir. Donc voilà, j'en ai fini moi avec ma présentation. N'hésitez pas encore une fois à venir poser vos questions ou à compléter toutes les interrogations qui resteraient en suspens dans la salle ou alors après, j'y répondrai très très volontiers. Mais encore une fois, c'est un domaine aujourd'hui qui peut paraître simple ou simplifié dans l'esprit de certains, mais qui, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue pratique, requiert des compétences et des connaissances réglementaires assez importantes aujourd'hui qui sont en contradiction avec ce qui peut être accessible sur les immeubles bâtis. Donc il y a lieu encore une fois d'être vigilant. Oui. Merci Thierry. Il y a une autre diapo là d'ailleurs. Je voulais que tu la montres, cette diapo juste après. Donc ça, c'était coordonné. Ouais, rapidement. Mais ça, c'est pas la voiture que tu utilises au quotidien là, en ce moment. Non, non, parce qu'en fait, voilà, moi, au bout de 25 ans de repérage sur les avant-travaux, je me suis découvert une autre passion et donc je participe à des raids en 4L. Et GeoCapa est notamment sponsor officiel des raids Blue Rally pour 2022. Et ça, c'est la voiture avec laquelle j'ai parcouru l'Europe l'été dernier. J'ai parcouru l'Espagne il y a 3 semaines et qui rend en Écosse l'année prochaine. Très bien. Voilà, on a des passions et ça, c'est super. Merci. Il y a des annexes aussi, je vois dans ta présentation. Donc vous Oui, aurez ben pour accès. compléter tout ça, effectivement, tu l'avais permis. Donc, j'ai remis des liens pour aller télécharger Ouais, directement les documents que j'évoquais. Et ouais. pour parler un peu plus dans le détail, justement, des spécificités sur les domaines, j'ai fait des slides, en fait, aussi, qui n'étaient pas utiles d'aborder, mais qui seront annexés à la présentation qui sera téléchargeable. Voilà, vous voyez, cher public, que Thierry nous a gâté pour cette présentation. Alors très vite, parce on a pris on a pris un peu de retard. Je parle beaucoup, oui. Mais le sujet le méritait. Une question de. Alors, Patrick qui fait une petite remarque qui dit il n'y a que 2 entreprises, 3 laboratoires qui ont l'accréditation sur la distinction des fragments de clivage. Donc, ça, c'était. Ouais, tu as raison, mais j'ai repris ta présentation, Patrick, d'hier, en fait, et tu n'avais pas parlé des fragments de clivage. Donc, je n'avais pas cette quantité-là. Donc, je te Voilà. remercie de le préciser.
Voilà. Ça, c'est une précision. Une demande de Christian. Il est donc nécessaire de faire 2 analyses par couche, mais concernant les HAP, une seule analyse pour l'ensemble. Est-ce que c'est bien ça? Ça, oui, effectivement, Christian, tu sais encore mieux que moi, c'est la réglementation qui l'impose aujourd'hui pour la partie HAP. La réglementation n'est pas du tout la même que pour les enrobés, donc on peut mixer les couches, effectivement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même si Euh, ça paraît un petit peu aberrant, pardon, juste pour compléter, parce que dans les couches, on peut avoir des extrêmes en fait au niveau des résultats d'analyse, et c'est pas très très intelligent pour un donneur d'ordre de faire des économies là-dessus. Mais encore une fois, le législateur a voulu séparer vraiment l'amiante et les HAP d'un point de vue réglementaire. Donc aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de support à ce niveau-là. Dernière Et la question première de. question est super importante, oui, en fait. Ouais. Ça arrive malheureusement beaucoup au niveau des entreprises de TP qui veulent essayer par région de se dire, voilà, je suis dans une région pour lesquelles il n'y a pas de carrières historiquement qui sont repérées sur la carte du BRGM comme étant des sources potentielles de granulats amiantés. Et donc, il est encore une fois dans l'esprit de certains de dire, si je suis dans une région pour laquelle mes granulats ne pouvaient pas être issus de carrières qui ont été classifiées comme amiantifères par le BRGM, je peux me dispenser de rapport? Non, en fait. Parce qu'on peut avoir aujourd'hui des problèmes liés à du recyclage. On peut avoir des stocks de granulats qui ont été réalisés dans le temps et qu'aujourd'hui on veut réincorporer pour des raisons économiques. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, malheureusement, et ça arrive encore. Au plus on peut faire d'économies et au plus on cherche à contourner le problème. Voilà, merci beaucoup Thierry, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je Pareillement, te merci à repositionne tous. dans le public.